Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur Camara. Quel bonheur de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir pour moi. Toujours en activité parce que c'est l'année de course pour rendre les premières réalisations de l'ANAFIC. Oui, ce n'est pas ce qui manque. Il y en a beaucoup à présenter. Il y en a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et là, c'est vraiment avec c'est la satisfaction qui se dégage, en tout cas selon les premiers rapports que nous avons parcourus. Oui, avec les premiers investissements et la première année, pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. C'est ce qu'on va voir dans cette émission tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité est un expert en transformation durable des collectivités après 20 années passées au niveau du programme d'appui des communautés villageoises. Il est aujourd'hui à la tête de l'initiative de développement qui suscite beaucoup plus d'engouement dans le pays. 791 ouvrages réalisés avec 517 milliards d'investissements, l'ANAFIC touche tout le pays. Est-ce que l'expérience de la première année va se poursuivre? Dans quelles conditions? Ce sont là quelques questions que nous allons poser à notre invité, Alassane Aminata Touré, directeur général de l'ANAFIC. Bienvenue à tous. Merci de nous accepter chez vous avec notre invité, M. Touré. L'ANAFIC a été présenté comme un outil de développement révolutionnaire, innovant, d'autres même l'ont dit jamais conçu sur le continent africain. Est-ce qu'à la réalité de l'épreuve du terrain, ces arguments-là tiennent encore aujourd'hui? Mais ces arguments tiennent beaucoup plus aujourd'hui. Parce que la mise en œuvre des activités de l'ANAFIC a amené les autres pays à venir prendre exemple chez nous. Déjà une année Déjà une année, les autres pays, parce que nous sommes quand même suivis par les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Au vu de nos premiers résultats, il y a des conférences internationales qui sont tenues à Washington, au Japon, où l'ANAFIC est parti présenter aux autres pays son expérience. Et n'eût été la pandémie, le Covid-19, il était prévu en Guinée, tout était organisé déjà, le gouvernement était d'accord, qu'il y ait une réunion, un atelier sous-régional qui allait inviter les autres pays pour venir s'inspirer de l'exemple guinéen. Et ça, c'est un ancien du PACV qui est en train de nous parler là. Bon, l'ancien du PACV, le nouveau de l'ANAFIC. D'accord. Et qu'est-ce qui fait la spécificité justement de l'ANAFIC en termes de conception, jusqu'à tel point qu'aujourd'hui ça devienne un exemple avant même d'avoir des années d'existence? Oui, l'ANAFIC fait la décentralisation. Avec la décentralisation, on ne fait pas la place de quelqu'un. Mais le PACV aussi faisait de la décentralisation. Oui, c'est clair. Les outils du PACV améliorés, c'est ce que l'ANAFIC a utilisé. Ça nous a beaucoup aidé à faciliter ce démarrage. Et ce qui est, pour revenir sur votre question, on ne fait pas la place de quelqu'un. On amène chaque acteur à faire son travail. Donc les maires des collectivités locales assurent la maîtrise d'ouvrage de leur développement et sont au centre de notre système. C'est ce qui fait la spécificité de l'ANAFIC. Et aujourd'hui, résultat, les premiers rapports font état des 791 ouvrages? Oui, les premiers résultats, il y a 791 ouvrages réalisés dont la plupart, plus de 80% sont terminés. Et des 791, il n'y a que 14 infrastructures encore un peu en retard, mais qu'on rattraperait très vite. Il y a 450 PME qui ont été utilisées pour faire ce travail. 450 PME. Et en termes de population touchée, à part la population de Conakry, c'est tout le pays qui a été touché par l'accès aux services socio-économiques de base que ces infrastructures ont pu donner. On a vu que l'ANAFIC a porté le développement dans des zones qui ne l'ont jamais connu dans notre pays. Il y a, si je peux citer quelques exemples, il y a des zones où on nous dit que depuis l'indépendance, depuis la période coloniale jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune infrastructure publique. C'est maintenant que les infrastructures publiques ont été réalisées dans ces zones.
Et ce qui est important avec l'ANAFIC, c'est que le choix de l'infrastructure, ce n'est pas moi par exemple. Le choix de l'infrastructure, c'est les populations bénéficiaires. On a tous les outils de planification et de mise en œuvre, des outils que les maires et le conseil communal utilisent pour faire participer les populations au choix des infrastructures qui doivent être réalisées. Au départ, il y avait une inquiétude dans la gestion de cette manne financière que les collectivités allaient recevoir comme ça là, mais à l'arrivée, qu'est-ce qui se dégage? Oui, à l'arrivée, la gestion a été très bien parce qu'en tout cas, on n'a pas reçu de problème de gestion au niveau d'une collectivité. Les infrastructures se sont réalisées normalement parce qu'il y a des manuels de procédure qui sont là. Et il y a les manuels de gestion financière, administrative, comptable, de passation des marchés qu'on a enseignés aux collectivités, conseil communal et à des citoyens. Oui, c'est ça. Justement, on venait de renouveler ça, l'adapter aux nouvelles conditions de l'ANAFIC et des lois du pays. Les maires ont été formés avec le conseil communal et quelques citoyens et le respect de ces manuels a été de rigueur. Et à ce niveau-là, quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette première expérience de la mise en pratique de l'ANAFIC? Mais les grandes expériences que je vais tirer, je vous dis en gestionnaire de projet, quand on vous demande que, je vous dis par exemple, un maçon peut faire une colonne en un jour. Vous avez 10 colonnes à faire. Si vous donnez à un maçon, vous ferez 10 jours. Si vous prenez 10 maçons, vous ferez un jour. C'est exactement ça. On a 337 collectivités qu'on a responsabilisées sur la gestion et la mise en œuvre de ces infrastructures. Si c'était centralisé, on n'aurait pas pu faire 791 ouvrages en moins d'un an. C'est parce qu'il y a 337 mètres d'ouvrage. C'est ce qui amène à aller très vite. Chaque collectivité est un lieu de gestion des ressources de l'ANAFIC. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de faille à ce niveau-là. Non, il y a un suivi. Il y a un suivi quand même. Quand le processus se met en place, le choix même des infrastructures est validé par le préfet, mais aussi c'est validé par nous, parce qu'il y a des compétences qui ont été transférées aux collectivités. Les collectivités ne doivent pas sortir de ces compétences. L'État leur a transféré 14 compétences. Donc un maire ne peut pas dire par exemple qu'il va construire une université. Ce n'est pas une compétence transférée. L'enseignement primaire par exemple est une compétence transférée, donc le maire doit se limiter à ça. Donc il y a, même dans le choix des infrastructures, il y a des limites. Donc le préfet doit approuver le plan, le programme annuel d'investissement que le maire réalise avec sa population. Mais nous-mêmes, nous vérifions si nous sommes dans ce cadre-là. En restant sur les infrastructures, quels sont les types d'infrastructures que vous avez été amenés vraiment à financer, qui ont fait l'objet de beaucoup plus de demandes par nos collectivités? Beaucoup plus de demandes, il faudrait voir que c'est l'enseignement. D'accord. L'enseignement. L'enseignement, il y a eu plus d'écoles que les autres infrastructures. Et après, c'est la santé, après l'environnement, mais il y a eu des infrastructures aussi de jeunesse, les maisons des jeunes et les foyers des jeunes qui étaient beaucoup demandés aussi. Il y a des infrastructures de désenclavement, des ponts et des dallos et des routes qui ont été réhabilitées. Mais est-ce que cette aventure va se poursuivre? On va dire, est-ce que cette année encore, le gouvernement va mobiliser avec ses partenaires les 517 milliards? D'ailleurs, en principe, ça devait gonfler. Avec cette crise, est-ce qu'il y a espoir encore de rééditer l'espoir? Cette année, c'est 541 milliards prévus pour les collectivités. Mais, comment on appelle, cette dynamique est obligée de continuer. Pourquoi? Il y a une volonté politique derrière d'abord. Okay. Tout commence par la volonté politique. Le président veut que l'ANAFIC continue, le président veut que l'ANAFIC soit financé parce que il a voulu, par la volonté politique, mettre en place un mécanisme durable de gestion des collectivités. Il y tient. Sa politique de décentralisation est basée sur un des piliers de ça, c'est l'ANAFIC. Vous avez vu récemment le cadrage budgétaire du Premier ministre. Il a insisté dans son cadrage budgétaire que les fonds de l'ANAFIC soient stabilisés et sécurisés. Ça veut dire que c'est une volonté politique réelle. Le deuxième niveau, c'est que les populations sont responsabilisées à la gestion.
Donc la dynamique ne peut que continuer. Et vous aussi qui assurez la coordination et le suivi, vous êtes attendu Oui, je parlerai moins de moi. Je connais mes rôles. Je suis là pour défendre la réputation de l'ANAFIC. Je suis le gardien de la réputation de l'ANAFIC et je dois travailler dans le sens à préserver les valeurs de l'ANAFIC. Donc je suis là, moi aussi, pour... Quand le président a présenté l'architecture, le mécanisme de financement de l'ANAFIC, des fonds qui, avec cette formule de péréquation extraordinaire, les gens ont dit, est-ce que ça ne va pas rendre paresseux certaines mairies dans la mobilisation des recettes? Est-ce que vous l'avez observé sur le terrain? Non, je ne l'ai pas observé. Si, il y a les fonds que l'ANAFIC donne à chaque collectivité et qui sont déterminés par la formule de péréquation. Une formule de péréquation, nous, on a une application. Il suffit que la loi des finances nous dise combien nous devons avoir par an et on introduit ça dans notre application. Ça sort ce que chaque collectivité doit avoir. Et bien là, ça c'est ce que vous faites comme ça, là, de façon... L'arbitrage se fait comment? Non, je vous dis c'est une application. C'est-à-dire, il y a... On paramètre l'application. Oui, le paramétrage de l'application est basé sur quoi? C'est basé, il y a une dotation de base. En 2019, c'était 1 milliard. Chaque collectivité a 1 milliard d'abord. Ça, c'est calé. Calé. Okay. Et la différence est indexée sur la population. Okay. Et donc, on a 1 milliard, plus le reste du fonds qui est indexé sur la population, c'est ce que chaque collectivité doit avoir. Et les collectivités sont obligées de juste de faire leur demande en fonction de ce qu'elles reçoivent ou bien elles peuvent elles-mêmes augmenter si elles ont d'autres ressources additionnelles? Mais les besoins des collectivités, admettons qu'un maire dans son programme annuel d'investissement veuille faire quelque chose de plus important que les fonds que nous mettons à sa disposition. En ce moment, le maire doit mettre la main dans sa poche. Et ça, c'est les recettes locales. Et on a constaté... Il y a eu des communes comme ça? Oui, il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas comme ça où le maire a mis la main dans sa poche pour compléter ça n'a pas impacté sur le développement du projet. Le projet a pu être mené à terme. Oui, mais le business plan du projet, c'était basé déjà sur ça. L'ANAFIC apporte ça, nous, la commune, on apporte ça. Et donc, en fait, pour ne pas qu'il y ait des projets plombés, peut-être que les 14 projets qui restent encore peuvent être dans ce cadrage-là. Oui, ils manifestent leur volonté d'apporter des ressources additionnelles, mais après les fonds apportés par l'ANAFIC et qu'on trouve qu'il n'y a pas de fonds additionnels réels. Non, ce que nous avons constaté, n'est-ce pas, c'est vrai que c'était une perception au départ pour dire que ça peut rendre les collectivités un peu paresseuses à faire le recouvrement de leur budget local, de leur fiscalité locale. Mais ce que nous avons constaté, c'est que dans beaucoup de collectivités, la fiscalité locale s'est améliorée. Je ne peux pas vous donner les chiffres. Actuellement, on a une convention avec l'Institut national des statistiques qui doit partir sur le terrain la semaine prochaine pour aller mesurer tous ces aspects-là. Et donc, nous amener les vrais chiffres de l'augmentation de la fiscalité qu'il y a eu. Et moi, mes constats personnels, c'est qu'il y a eu augmentation de la fiscalité au niveau de beaucoup de collectivités. Pourquoi? La fiscalité locale, c'est les populations qui payent en fait leurs impôts. Mais quand ils voient qu'il y a des procédures qui sont là et que la gestion est saine, il y a une gouvernance locale, on n'est plus enclin à payer sa contribution au développement que s'il y avait une gestion opaque, l'argent rentre, on ne sait pas où c'est parti, on ne sait pas qui a géré. Mais si moi, citoyen, je participe à la gestion des ressources locales, je suis vraiment prédisposé à payer mes impôts. Au-delà d'avoir comme acquis les infrastructures, qu'est-ce que ANAFIC a apporté en termes de transformation, en termes de dynamique sociale dans les collectivités? Mais nous sommes en train de travailler sur ces aspects beaucoup. Déjà, il y avait une prédisposition déjà aux citoyens, comme je l'ai dit, à payer les impôts et autres. Mais on est en train de mettre des outils pour l'engagement citoyen. Okay. L'engagement citoyen, un citoyen, il doit connaître ses droits, mais aussi ses devoirs. Et il y a des outils d'évaluation des services au niveau de la commune, qu'on appelle le suivi évaluation participatif. Chaque 3 mois, les citoyens d'une collectivité se réunissent et évaluent un service. Je prends l'exemple du service de santé, par exemple.
Donc ils se réunissent, tous les bénéficiaires du service de santé, les citoyens, les travailleurs, le conseil de la collectivité se retrouvent au poste de santé, débattent, voient quels sont les problèmes qu'il y a pour que le service de santé soit réel. Parce qu'ils considèrent que c'est comme un bien commun. Ouais. Donc ils réalisent, ils voient quelles sont les défaillances qu'il y a, ils font un plan d'action et amènent le maire à financer ce plan d'action. Mais il y a des exemples, ça fonctionne partout comme ça. Il y a 177 communes aujourd'hui qui sont couvertes en engagement citoyen et on a recruté des ONG pour nous accompagner à implémenter ça dans toutes les communes. Et il y a aussi le budget participatif qui est aussi un outil d'engagement citoyen. Il y a le mécanisme de gestion des réclamations qui est aussi un outil d'engagement citoyen. Donc, la première année est terminée, c'est la deuxième année, mais on n'entend rien. Est-ce que vous avez ouvert je ne sais pas, ailleurs on appellerait ça les appels à projets? Est-ce que vous êtes prêts maintenant à financer la deuxième phase de l'ANAFIC dans les collectivités? Nous sommes maintenant là en train d'évaluer les projets que les collectivités nous ont amenés. Pour voir, comme je l'ai dit au départ... Donc, elles n'ont plus besoin d'attendre les annonces par voie de presse? Non. La dynamique est là. Et puis, par le code des collectivités, chaque année, chaque collectivité doit faire son programme annuel d'investissement. Et donc, on est en train de regarder les programmes annuels d'investissement que les collectivités nous ont envoyés. Les collectivités savent déjà par la formule de péréquation ce qu'elles doivent avoir. Et donc, nous sommes en train d'évaluer ça. Bientôt, nous serons à la phase passation des marchés. Brièvement, une dernière question. Est-ce qu'une fois encore, les 5 communes de Conakry seront hors jeu dans la phase 2? Non, on ne dit pas hors jeu. Le gouvernement a pris des dispositions spéciales pour la zone de Conakry. Le gouvernement a mis un fonds spécial, le FODECOM, pour la zone de Conakry. Et donc, la mise en place de ce fonds est en cours. Déjà, dans le budget 2020, il y a, je crois, 200 milliards ou 250 milliards qui sont prévus pour les communes de Conakry. L'ANAFIC, c'est l'outil de développement qui manque à la Guinée? Oui, l'ANAFIC, quand même, je dirais que le président il a été un visionnaire en mettant l'ANAFIC en place. C'est un outil éternel pour tous ceux qui veulent le développement de leur pays, de maintenir cet outil de développement, parce que ce qu'il apporte aux populations, c'est trop. Au-delà des infrastructures, vous voyez, c'est les aspects d'engagement citoyen, c'est les renforcements de capacités, c'est beaucoup d'autres choses. Donc, je pense que le président, je termine par ça, a eu une très bonne idée, une très bonne vision de mettre cet outil-là en place. Monsieur le directeur général de l'ANAFIC, Alassane Aminata Touré, merci. Merci beaucoup, M. Camara. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Coloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler de développement de notre pays. Merci.